Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment faire en sorte que la vie continue quand on perd sa femme et la mère de ses enfants. On va poser la question à Roland Pérez, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, on revisite l'histoire de l'humanité au prisme de la cuisine et de l'alimentation. Question du jour, les restaurants sont-ils réellement une invention des temps modernes? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Benoît Sima. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton, on poussera les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Roland Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, animateur de radio et de télévision, auteur notamment de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui a été adapté au cinéma. On peut le voir sur les écrans en ce moment, film de Ken Scott, avec notamment Leila Bekti, Jonathan Cohen, évidemment Sylvie Vartan. Enfin, je dis évidemment, c'était pas si évident que ça forcément. Et puis après, il y a eu Ma mère, Dieu et Lydie. Et vous publiez ces jours-ci un 3e opus, Bonne fête des mères, papa. Je précise que tous vos livres sont publiés aux éditions Les Escales. Ce 3e opus, vous l'ouvrez sur une fête des mères, celle du 3 juin 2007. Vous avez 3 enfants, Harold, Laurie et Ludivine. On les voit d'ailleurs sur la couverture du livre. Et depuis plus d'1 an, leur mère a disparu. Lydie a en effet été emportée par un mélanome à l'âge de 44 ans. Et là, ils entrent dans votre chambre et... Il m'apporte un cadeau. C'est le jour de la fête des mères. Je n'ai pas du tout réfléchi au fait que c'était le jour de la fête des mères. Je suis en train d'attendre mon fils qui, depuis peu, vient à peine d'avoir 18 ans. Donc, il est sorti fêter tout ça. Et du coup, je suis là à mes réflexions, en train de évidemment, de penser à mon épouse, penser à nos 3 enfants, penser à cette famille qui a été quasiment un petit peu tué dans l'œuf, j'ai envie de dire, avec ce décès prématuré. Et je suis là en train de siroter mon café, il est très 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 tôt le matin, et finalement mon fils entre, mais il rentre à la maison, mais il n'est pas seul. Derrière lui se trouvent ses 2 petites sœurs, qui se sont réveillées également très tôt avec un paquet Kraft, où il y a marqué Décathlon. C'est pas pour faire de la marque, c'est juste pour expliquer le cadeau. Il m'offre une tenue de sport, et à ce moment-là, les 3 me disent « Bonne fête des mères, papa ». Ce qui a donné lieu à ce troisième séquence, émotion. Comment vous réagissez à ce moment-là? Vous l'entendez, ce Bonne fête des mères, ou finalement il faut un peu de temps pour métaboliser le truc? Non, je l'entends, Bonne fête des mères, mais tout d'un coup, d'abord je réalise que c'est la fête des mères, donc c'est la première réaction. Et puis après, on m'affuble de fête des mères, moi, papa. Et puis en même temps, ça, alors il le formalise comme ça, mais est-ce que ça m'étonne vraiment? J'en suis pas certain, parce que depuis le décès de mon épouse, je crois que je me suis transformé en maman louve. Alors je l'étais déjà par mon histoire. Je suis l'héritier d'une femme et d'une maman absolument incroyable, Esther, et donc j'avais hérité de cette occupation permanente de ses enfants. Et donc, évidemment, en perdant ma femme, je redouble de vigilance et je deviens une véritable louve pour ses enfants. Parce que ce Bonne fête des mères, plus on lit le livre, plus on se rend compte que c'est bien plus qu'une plaisanterie, pour plein de raisons. Alors la première, c'est quand même que face à toutes les questions éducatives que vous vous posez par la suite, paf, vous vous dites... Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle est là tout le temps, en fait. Oui, elle les a éduqués avec vous, en fait. Elle les a éduqués avec moi. D'abord, je suis très croyant. Je suis persuadé qu'elle est, si elle est partie, qu'elle est toujours là. C'est ce que je dis à mes enfants. D'abord, pour leur dire que disparaître comme ça physiquement, c'est pas disparaître de la vie de quelqu'un. Donc, je leur dis que notre croyance ils sont très croyants aussi. Moi, j'ai été élevé comme ça. Ma femme l'était aussi. Les enfants le sont aussi. C'est très pratique, heureusement, de croire en Dieu, parce que ça vous permet de... C'est un bon argument. Il y a le pari de Pascal, et puis il y a l'argument Pérez. Ouais, c'est pratique. Oui, c'est pratique, parce que ça résout pas mal de questions. En tout cas, ça répond à pas mal de questions. Et donc, je dois dire que moi, je m'y suis accroché, et j'ai eu... Alors, après, je ne suis pas Berlindé de Soubirous, mais j'ai eu la preuve vivante à la fois que Dieu existe, et que surtout, ceux qui sont partis nous font des signes. Dans le 2e livre, je racontais d'ailleurs le signe que j'ai reçu de Lydie. Donc voilà, je martèle cela à mes enfants, et puis oui, c'est pour moi extrêmement important de dire que je vais associer ma femme, et je leur dis, et j'ai promis à ma femme sur son lit, au moment où elle disparaissait, je lui ai promis de faire
comme on se l'était dit tous les deux quand on a créé cette famille. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début en parlant tout de suite de la notion de famille, en disant c'est une famille qui est profondément ébranlée, mais qui ne disparaît pas, parce que l'autre dimension importante, c'est que non seulement vous vous demandez en permanence ce qu'elle aurait pensé, ce qu'elle aurait dit, mais aussi, et peut-être surtout, comment elle aurait voulu que vous réagissiez ensemble. Et le mot « ensemble », il est absolument essentiel dans tout ce qui va suivre. Il permet de prendre un peu de distance sur les choses, sur les événements de la vie, dans la mesure où, voilà, moi j'ai un caractère un peu impétueux, je réagis très vite au quart de tour, comme on réagissait quand j'étais enfant avec les miens, et je sais que Lydie, c'était totalement différent. Elle prenait le temps de la réflexion, elle était beaucoup plus sage, probablement, dans ses réactions, et du coup, à chaque fois parce qu'évidemment, quand on a un adolescent, plus des filles qui oui, on va dire deux mots, tout n'a pas été simple tous les matins. Non, ça n'a pas été simple. Bah oui, d'abord parce que Harold, il faisait un peu les 400 coups à ce moment-là. Leur douleur était telle que il voulait à la fois ne pas me créer de problèmes, et à la fois il ne pouvait pas s'empêcher d'en créer aussi. Donc il fallait que... Eh bien oui, j'ai dû travailler beaucoup sur moi pour ne pas réagir à la Roland. J'ai dû réagir à la Roland Lydie. Parfois, si je puis me permettre, il y a un tantinet d'exagération aussi quand même. Je pense à un passage où vous appelez Lydie, où les mannes de Lydie à la rescousse quand les choses se compliquent, par exemple avec Harold, qui est quand même très doué pour faire un peu tout et n'importe quoi, il faut le dire. Je vous cite, ta mère te voit, elle t'entend, et elle n'est pas fière de toi. Telle la pluie du ciel, elle verse des larmes de honte. Oui. Des fois, parfois je vais un peu loin. Je vais un peu loin pour créer, une réaction, pour créer quelque chose qui doit lui parler. Parce que j'imagine que si sa mère avait été là, on aurait été tous les deux à lui dire des choses. Là, j'étais le seul à lui dire, donc j'ai la parole. Alors, j'abuse probablement un peu de cette parole. Je pense que Lydie n'aurait jamais que vous aimez bien. Oui, et puis je pense que parfois il faut exagérer le trait pour que les enfants comprennent quelque chose. Oui. Ça, on va en reparler de comment vous pouvez exagérer le trait pour que vos enfants ou d'autres d'ailleurs comprennent des choses. Je reste une seconde sur Harold. Avant la disparition de Lydie, il y a un épisode qui a dû vous serrer le cœur. Vous qui êtes né, et c'est raconté dans le film, avec un handicap, un pied beau, c'est quand il se retrouve dans une colo pour personnes handicapées. Alors d'ailleurs, avec le recul, j'ai pensé aussi à un petit truc en plus, parce que c'est un peu la même histoire. Il se retrouve dans la... Et là, il vous émeut aux larmes, votre fils. Oui, il m'émeut parce est-ce qu'on connaît vraiment ses enfants? Je ne suis pas sûr qu'on les connaisse vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Il nous réserve des surprises, et en ce qui concerne les miens, de bonnes surprises, et j'en suis fort heureux. Mais il s'avère que oui, à un moment donné, alors ça, je reviens sur un chapitre justement où nous étions encore ensemble avec Lydie, et où Harold veut à tout prix aller à une colo où il pense qu'il va jouer le charmeur, le dragueur, le hableur à l'âge il a 15 ans ou 16 ans, 15 ans peut-être, oui. Et là, il veut tellement aller dans cette colo qu'il en oublie. On lui dit que c'est une colo où il va pouvoir draguer, qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, et pour cause. Et alors, il s'inscrit il veut absolument qu'on l'inscrive dans cette colo. Nous, on n'a pas le temps, on le fait très vite, on l'inscrit très vite. Et effectivement, on va découvrir en réalité, quand il va monter dans le train, parce qu'il va arriver en retard, on n'a pas vu donc la population qui va monter avec lui. Et dans le train, il va très vite nous appeler en nous disant qu'on s'est trompé, puisqu'il est dans une colo avec des handicapés. Sur le coup, on ne comprend pas du tout. C'est des autistes. Des autistes, d'ailleurs, c'est la colonie de vacances de hors norme, c'est-à-dire de Stéphane Benamou. Donc, c'est tous ces jeunes enfants autistes à différents degrés. Et Harold, alors au départ, on est un peu surpris, très surpris. Ma femme est à deux doigts d'aller venir le chercher. Moi, il a un mouvement du cœur assez génial, quoi. Et je lui dis non, laissons-le. Et finalement, non seulement il va rester, mais il va y retourner pendant 3 ans. La deuxième raison pour laquelle ce bonne fête des mères, papa n'est pas neutre, c'est que votre mère, à vous, en tout cas au début, elle est là et elle est plus que là. Oui, elle est un peu omniprésente. D'abord, elle trouve sa place toute naturelle. Lydie n'est plus là. Elle adorait sa belle-fille. Elle avait l'impression d'avoir choisi même sa belle-fille. C'est ce qu'on voit dans le film. Et puis, n'étant plus là, elle a un rôle à jouer. Et elle le joue et ses petits-enfants sont toute sa vie maintenant. On retrouve dans ce troisième livre tout le charme, le folklore aussi en partie, de cette famille juive marocaine très truculente, ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, ce que vous aviez raconté. Et dans ces familles, s'il y a bien un truc qui compte, c'est la nourriture. Alors un de vos premiers apprentissages de jeune mère juive, je parle de vous, c'est la cuisine. Et alors pas évident parce que
les recettes, ça se donne pas comme ça. Et non, ma mère veut garder ses recettes. Alors, comme c'est moi et que c'est pas ses belles-filles, avec ses belles-filles, elle leur donne que la moitié de la recette. Ah ouais, elle retire des ingrédients. Elle retire des ingrédients et finalement, ils ratent absolument toutes les recettes. Ouais. Donc, évidemment, vis-à-vis des fils prodiges qu'elle a fait, mes frères se disent, bah non, c'est pas si bon. La cuisine de maman, c'est meilleur. En ce qui me concerne moi, sachant que malheureusement Lizzie n'est plus là, eh bien, elle donne à mes filles les vraies recettes, ce qui fait que mes filles et moi, on se met sérieusement à la cuisine parce que ce que je voulais avant tout, c'est que la vie continue de la même manière, avec les mêmes odeurs, avec la même gaieté, avec les mêmes réunions, avec les mêmes invitations. Il fallait retrouver les mêmes saveurs. Voilà. Et donc, je vais vous poser une question sur votre recette préférée ou celle que vous préférez faire, mais si vous le voulez bien, on reste dans le domaine de la cuisine. On a une petite anti-sèche dans cette émission, c'est un jeu de culture générale, on y joue chaque semaine. Cette semaine, on y joue avec Benoît Sima. L'anti-sèche cuisine. Benoît Sima qui nous accompagne depuis le début de la semaine dans l'Anti-Sèche. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, scénariste de bande dessinée, auteur de plusieurs ouvrages dans la super collection des incroyables histoires des arènes BD, dont cette incroyable histoire de la cuisine qui nous mène de la préhistoire à nos jours. 500 000 ans d'aventure, édition enrichie tout récemment par une petite histoire des restaurants. Alors on se pose comme question, est-ce que les restaurants sont réellement une invention des temps modernes? Tout est dans réellement. Je suis français, vous êtes français, nous sommes tous français. On va vous répondre que bien sûr, c'est une invention récente et française. C'est ça, voilà. N'est-ce pas? C'est important. Mais j'apporte un bémol. Et ce bémol m'a permis de faire 50 pages en plus dans l'édition qui vient de sortir. Une petite page de pub au passage. Et parce que, en fait, l'histoire des restaurants, c'est aussi l'histoire de la restauration hors de son domicile. C'est ça. Bon. Les domiciles, ça remonte à quand? Ça remonte à l'invention des villes. Vous êtes d'accord? On est chez soi et le cas échéant, on part de chez soi pour aller travailler. Avant, on travaillait chez soi. Les premières villes, c'est au Moyen-Orient, c'est Sumer, c'est Babylone, et ensuite c'est l'Égypte, ensuite c'est la Grèce. On égrène souvent les mêmes civilisations, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, les premiers restaurants, c'était les tavernes où les ouvriers, je ne dis pas les employés, ça n'existe pas, mais les ouvriers, par exemple ceux qui faisaient les pyramides, allaient se restaurer le midi quand ils étaient loin de chez eux. Et ces tavernes, c'est pas une vue de l'esprit. On a retrouvé, voici quelques années, des restes, notamment en Irak, sur des sites archéologiques, qui prouvent comment étaient organisées ces tavernes, qui ressemblent assez étrangement à nos PMU du midi d'aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Hein. On va se faire un petit jambon beurre. Alors, pas de jambon beurre, mais bref. plutôt un velouté de sauterelle à l'époque. Hein. D'accord. C'est plutôt ça qu'on mange le midi chez les ouvriers mésopotamiens. Mais on va trouver des tables, des tabourets, des serveurs et des serveuses, des plats qui mijotent, donc mes fameuses sauterelles. Et puis les gens, ils font quoi? Ils discutent, ils jouent à des jeux de société. Voilà, comme on fait comme au tiercé aujourd'hui. Comme le tiercé ou les cartes. Le café. Ouais. Donc cette histoire, elle est très ancienne. Alors je vous fais pas tout parce qu'on à Pompéi, on a retrouvé des thermopolia, ai-je lu, qui étaient comme des fast-food antiques. Voilà. C'était quand même pour les voyageurs aussi. Il y avait pour les gens qui travaillaient, les voyageurs avaient besoin d'un endroit où se restaurer. Ça, c'est l'étape d'après. C'est ça. Le voyage, il existe à partir du moment... Enfin, les auberges, pardon, puisque c'est ce dont on parle, existent à partir du moment où les gens se déplacent. Où on commence à avoir du commerce. Et des gens qui... C'est le fameux marchand portugais de Tintin. Vous vous souvenez au pays de l'or noir. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui sont obligés de se restaurer et de dormir hors de chez eux. Et donc, ils vont dans les auberges. Et les auberges, c'est une deuxième forme de restauration hors domicile, donc de restaurant. Alors, quelle nouveauté apporte la France? Alors, la France... En 1765, je crois, avec Boulanger qui ouvre un restaurant à Paris. Voilà, bien plus tard, la France invente enfin le restaurant moderne. Alors, c'est vrai que ça s'est passé chez nous, à Paris, juste avant la Révolution. Alors, un économiste du nom de Chantoiseau, que l'histoire n'a pas vraiment retenu. Hein. Alors, il existe dans les livres d'histoire, mais bon, on l'a un peu exhumé, on l'a bien habillé comme un cuisinier moderne dans la bande dessinée. Et c'est lui qui a cette idée extraordinaire de proposer à des gens de venir dîner seuls ou accompagnés, donc à un ou à deux, sur une table qui leur est réservée, et d'avoir le choix sur une espèce de papier où il y a marqué différentes possibilités qui sont donc C'est une des grandes nouveautés, c'est l'invention du menu à la carte. Ça n'existait pas. C'est ça. Et surtout... D'habitude, je mangeais mon velouté de sauterelle... je mangeais ce qu'on me proposait, il y avait un seul plat. Oui, voilà. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, ça s'est passé comme ça. Là, Chantoiseau, elle invente ce truc extraordinaire qui est la carte. Et le deuxième truc extraordinaire, c'est la patronne, la femme, qui attend à la fin pour faire payer. Déjà. C'est l'addition, quoi. Waouh. L'addition, elle n'est jamais la même, puisqu'on ne prend jamais la même chose. Eh oui, c'est ça. C'est ça, le restaurant moderne. C'est celui qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est une carte et une addition. Et alors, vers la fin, vous montrez tous les effets, notamment de la mondialisation, du capitalisme. Il y a un capitalisme culinaire qui s'est... Alors,
Là, on revient sur la question évoquée il y a 2 jours, qui est celle du pouvoir et le côté démonstratif. Il y a les grands restaurants, les réservés aux gens riches. Il y a les bouillons, les fameux bouillons. C'est un type de restaurant qui d'ailleurs reviennent beaucoup à la mode. Beaucoup à la mode. On en rouvre à Paris, notamment. Quelques années. Qui au début servaient des bouillons fortifiants. C'est pour ça qu'on appelle ça des bouillons. Oui, c'était la première recette des restaurants. C'est ça. La toute première recette, c'est le bouillon restaurateur. Et le mot restaurant vient de ce terme qui est le nom du premier plat offert chez Chantoiseau, le bouillon restaurateur. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Sima, l'incroyable histoire de la cuisine de la préhistoire à nos jours, 500 000 ans d'aventure. Comme tous les livres de la collection Les Arènes BD, c'est extrêmement érudit, c'est extrêmement drôle à lire aussi, parce qu'il y a quasiment des gags dans toutes les cases. À quoi donc on rajoute un petit supplément Histoire des restaurants dans la nouvelle édition qui vient de sortir. Un gros supplément. 50 pages, oui, pardon. 50 pages. Énorme supplément, il a beaucoup travaillé, Benoît. Et il y a également en prime des recettes, dont le vindaloo, mais pas que, que l'on peut préparer des tas de recettes, y compris, vous nous l'aviez raconté en début de semaine, le garum romain à base de poissons frais putréfiés. Voilà, qu'on ne conseille pas forcément, mais les autres recettes, oui. Benoît Sima, merci beaucoup. Merci. Roland Pérez, qui a plein d'actu en ce moment, qui est l'invité de La Quotidienne. Bonne fête des mères papas, c'est votre 3e livre. Le premier, c'était Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, que je vous conseille de lire, mais que vous pouvez aussi aller voir au cinéma. On continue alors à parler de cuisine. Votre recette préférée alors d'ailleurs, c'est quoi ? Alors c'est ce qu'adorait ma femme, c'est les pâtes, des spaghettis à la boutargue. Ah bah ouais, grand classique. Voilà, et ça j'adore les faire. Alors les enfants, c'est pas leur plat préféré à eux. Ben non, parce que la boutargue, ça a un côté un peu... Oui, un peu salé, un peu... mais voilà, moi c'est ce que j'aime faire. Autrement, j'ai appris toutes les recettes, à la fois des recettes de juifs, recettes juives tunisiennes, comme la pkeila, par exemple, avec le couscous, ou des recettes plus marocaines, comme le tagine au pruneau, au veau, pruneau, poulet. Vous me faites déjà envie de manger. Ah ouais, grave. Qu'est-ce qui se joue quand même à travers la nourriture, à travers les repas, y compris à travers ce repas rituel qu'est le Shabbat? La réunion, l'invitation, le fait qu'on en profite d'abord parce qu'on se déconnecte du monde, puisqu'on pas de télévision, pas de téléphone, pas d'internet, on se coupe de tout ça, on invite plein de monde, des juifs et des non-juifs, parce qu'on fait ce qu'on appelle des open Shabbat, c'est-à-dire qu'on ouvre un open bar des religions. Exactement, un open bar pour partager des chants, pour partager un repas, pour partager le vin de la prière, pour partager les anges qui viennent avec nous fêter cette fête. C'est très joyeux. On prie, on prend conscience de la chance qu'on a de pouvoir être réunis, de manger à notre faim. On en profite, pour parfois un peu plus boire que d'habitude. Enfin, voilà. Et ça, c'est un moment important que vous conservez. Néanmoins, alors vous en parliez, avant même que je vous interroge là-dessus au début de l'émission, ce judaïsme, la religion, elle occupe une certaine place dans votre vie, mais vous n'êtes pas non plus dans une pratique rigoriste. Or, à un moment donné, Laurie, une de vos 2 filles, embrasse cette pratique. Et là, au début, le papa-maman que vous êtes se dit « ouf ». Oui, j'ai un peu peur parce que je me dis, moi j'ai une vision très écuménique de la religion, je crois en Dieu, j'essaye de pratiquer le plus possible, mais pour moi la pratique c'est la loyauté, l'honnêteté, ce sont le respect, pour moi ce sont les grands principes. Manger cachère, alors oui, j'ai compris pourquoi, et j'ai compris que c'était les pratiques d'hygiène d'alimentaire, donc pour moi je les comprends, donc je les fais. Maintenant c'est vrai, parfois ne pas manger au restaurant, dans certaines assiettes, avec certains. J'ai du mal à aller jusqu'à là. Maintenant, je comprends qu'on puisse le faire, mais quand c'est ma fille qui commence à nous dire que ces règles sont tellement importantes pour elle, j'ai peur de perdre le lien avec elle. C'est ça. Et j'ai cette peur qui est ridicule, qui est absurde, mais elle le sent bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je lui demande de consulter un psy, que je vais consulter avec elle, et la réponse sera sans appel, c'est moi qui fais totalement fausse route. Ouais, et en fait, elle n'est pas du tout en train de s'éloigner de vous, et il faut lui faire confiance. Et il y a de beaux messages éducatifs, je le dis parce que c'est un livre de témoignages, c'est un livre où on se marre, mais il y a quand même un petit peu comme ça des petits messages qui circulent à droite ou à gauche. Laurie, justement, et c'est là où quand on vous lit, on se dit que vous êtes quand même devenue une vraie mère juive jusqu'à la caricature. Elle a, excusez-moi, mais je vous le dis, elle a 22 ans, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, Jonathan. Vous soupçonnez qu'il va la demander en mariage, comme le garçon est bien élevé, vous dites qu'il va commencer par vous le demander à vous, et vous n'êtes pas du tout d'accord, et là... Je le lui dis. En fait, je le lui dis surtout à lui. Vous savez,
moi, je suis partisan, même si j'ai été beaucoup fustigé autour de moi, mes amis et autres, je suis partisan de dire les choses. Quand on a des enfants et qu'on les aime, je ne vais pas diriger leur vie, mais dire les choses, ne pas rien imposer évidemment, mais les dire, démontrer, c'est aussi ma vie de démontrer les choses d'avocat, de démontrer que le choix est probablement le mauvais, parce qu'on a cet instinct, on a un instinct de parent qui, au départ, qui n'a pas de rationalité et qui fait qu'on sent naturellement ce qui est bon pour nos enfants et ce qui ne l'est pas. Ensuite vient une certaine rationalité, c'est ce que j'ai mis en exercice, en pratique avec ma fille, au risque de choquer beaucoup et finalement, je crois, de ne m'être pas trompé, puisque le jour de son mariage, avec un autre, que je n'ai pas choisi, qu'elle a continué à choisir, et là, celui-ci me paraissait bien psychologiquement pour elle, elle m'a dit, papa, merci, parce que je crois que j'étais prête à faire une énorme bêtise. Alors pour celles et ceux qui pourraient se dire, quand même, il est un peu dur, ce monsieur, en vous écoutant, je précise quand même que vous aviez un indice du fait que ce n'était pas l'idée du siècle, et cet indice, et là je dois vous dire, même en tant que père, quand je l'ai lu, je me dis, il n'a pas tort, c'est que Laurie, avec Jonathan, a été triste. Oui. Et ça, vous vous êtes dit, la tristesse de ma fille, ça me tord le bide et je ne peux pas laisser ça. Depuis tout petit, j'observe tout le monde, évidemment mes enfants, parce que je n'avais pas grand-chose à faire dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais chez moi pour un problème de raisons médicales. Et donc, j'ai beaucoup observé et j'ai vu que ma fille, au contact de ce garçon, effectivement, était triste, oui, visiblement. Et je me suis dit, quel que soit le problème de ce garçon, pardon, elle n'a déjà pas sa mère. Moi, je ne sais pas si je vais rester longtemps sur Terre. Je ne veux pas laisser ma fille dans un mariage, dans une relation que je sais vouer à l'échec. Il y a des trucs qu'on sait parfois, et vous, votre parti pris, c'est de le dire. Ce que raconte aussi votre livre, c'est ce qu'on appelle parfois le syndrome du nid vide, c'est le départ des enfants, étape de la paternité dont on parle rarement, surtout pour vous, que c'est aussi une étape de la maternité. Vous avez vécu avec eux, écrivez-vous, d'une façon totale, fusionnelle, encore plus depuis le départ de leur mère. Et là, quand même, à un moment donné, c'est le grand vide, quoi. Alors heureusement, ils partent... Bon, bref, je ne vais pas tout spoiler, il y a un ou deux effets d'aller-retour, mais quand même... Oui, c'est le grand vide. C'est le grand vide sans l'être vraiment, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir une fille aujourd'hui qui travaille avec moi, donc la dernière. Donc Ludivine, qui un jour vient vous voir en disant « Papa, je veux faire avocate comme toi ». Oui, exactement, je suis surpris de ce choix. Mais ça vous êtes plus surpris que heureux ? Oui, je suis surpris parce que j'aurais jamais demandé à ma fille, en revanche, leur métier, je me mêle de tout, mais leur métier, je suis persuadé qu'il faut le choisir et être persuadé de ce qu'on va faire et d'être heureux de ce qu'on va faire pour pouvoir continuer s'épanouir. Et donc, oui, je suis surpris, agréablement surpris. Mon fils Harold, finalement, a une relation aussi très très proche avec moi. Il n'y a pas un jour où j'ai pas 3 appels ou 4 appels de lui. Ils viennent passer tous les Shabbats, tous les vendredis. Maintenant, j'ai mes petits-enfants. J'ai pas le temps de chômer, sincèrement. Et puis, j'ai une activité importante. J'ai beaucoup d'amis parce que j'ai continué à vivre et à m'entourer. Puis, j'ai commis le premier livre, j'ai commis le deuxième livre. Aujourd'hui, il y a ce film. Bien sûr. Que je dise, mais alors, parlons-en du film, parce que vous racontez l'histoire dans le bouquin. Vous avez une vie qui est remplie de hasards et de coïncidences absolument hallucinantes. Alors vous allez peut-être me dire que c'est un rapport au très haut, que sais-je, mais enfin bref, vous pensez ça, bon, c'est votre hypothèse. Que ce soit pour trouver des appartes, rattraper un chien perdu, rencontrer une productrice qui permettra au livre de devenir un film, enfin bref. Vous savez, je pense que... Alors, j'ai eu un malheur, des malheurs, comme tout le monde, et je pense qu'on n'a pas le monopole ni du malheur ni du bonheur, comme disait un de nos présidents. Voilà, j'ai accepté les malheurs que j'ai eus, mais j'accepte aussi les opportunités et les chances. Je suis quelqu'un de résolument optimiste, on me dit même d'un optimisme déconcertant. Donc, oui, j'ai les yeux ouverts, je regarde, j'interprète, je tente ma chance, je ne laisse pas passer des occasions, si vous voulez. Et donc, ces occasions, plus... Enfin, il y a des petits coups de bol de temps en temps. Il y a des coups de bol. Bah, oui, et c'est pour ça que vous êtes censé garder un chien, que vous le laissez partir par là, et que vous tombez sur, la dame qui a créé l'appli qui permet de retrouver les chiens. Ah, oui, la seule. Voilà. Il y en a une à Paris, vous tombez dessus. Oui, non, mais de toute façon, sincèrement, hein, je pense que j'ai un lien parce que j'y crois, mais ça se réalise. Oui, alors effectivement, ce livre est aussi, ce récit vrai est empreint vraiment de spiritualité.
Franchement, papa, si un jour ils font un biopic sur ta vie, ils devraient l'intituler « L'avocat des situations impossibles ». C'est Ludivine qui vous l'avait dit. Il dit ça, ouais. Oui. Ça, c'est quand nous avons changé d'appartement, parce qu'elle rêvait de revenir là où nous étions. Et là aussi, c'est un signe... Énorme coup de bol, quand même. Ah ouais, incroyable. Croiser une dame dans le... Ah oui, incroyable. Dans le hall, quoi. Ouais. Incroyable. Préparez un tome 4, il y a eu 3 tomes déjà. Alors, je pense que je vais arrêter la famille. J'ai fini et déjà, j'étais heureux de faire ça. Non, alors j'explore une autre piste, je vais voir. Le film qui vient de sortir a vraiment beaucoup de succès. Dans ce film, on a laissé de côté une partie de ma famille qui étaient mes frères et sœurs, parce qu'on a réduit, 1h40, on a réduit un peu l'histoire. Voilà, peut-être que je vais travailler sur mes frères et sœurs et donner un peu des nouvelles de mes frères et sœurs, qui fera peut-être l'objet d'une nouvelle œuvre cinématographique, on va voir. Et la grande famille, la Smala Pérez, bonne fête des mères, papas, ça vient de sortir, c'est aux escales, et au cas, on vous le montre, et au cas où vous oublieriez, Roland Pérez est l'auteur de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qu'on peut lire, mais aussi aller voir au cinéma sous la caméra de Ken Scott, avec dans le rôle de votre maman, Leila Bekti, et dans votre rôle à vous, on peut citer les noms des deux comédiens d'ailleurs. Alors, Jonathan qui joue le grand. Voilà, et Naïm Nadji qui joue l'enfant. Alors, il y a plusieurs enfants. Il y a un enfant à 14 ans, il y a un enfant pendant tout le traitement, et un petit avant. Et Naïm Nadji, qui a le rôle un peu plus important, qui occupe vraiment l'écran, est extraordinaire, comme Leila Bekti et comme Jonathan Cohen. Et voilà, c'était pour ça que je voulais qu'on cite pas seulement Jonathan Cohen, mais qui est effectivement Jonathan Cohen, que vous allez dire d'autres. Roland Pérez, merci beaucoup. Merci de votre avis. On est vendredi, tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie. Je ne sais pas si vous leur lisiez beaucoup de livres aux enfants. Nous, nous aussi, on trouve que c'est important, et on leur donne plein de conseils, et c'est Célie Luton qui leur donne ses conseils. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Mais déjà d'une humeur absolument joyeuse, avec une super sélection de bouquins pour les enfants et les ados. Et on commence avec Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. C'est chez Albin Michel Jeunesse. J'adore. Ok, super, au revoir. Bon, c'est quand même l'histoire d'un libraire, là, vous êtes... oui, c'est ça. Il y a une petite mise en abîme, comme on dit. Exactement, c'est très réaliste, parce que Léopold, il est comme beaucoup de libraires, nous avons la vocation, nous aimons les livres, oui, d'accord, c'est très bien, mais nous avons envie de donner le bon livre au bon lecteur, au moment opportun. Sauf que Léopold, tous ses clients sont des humains, et un jour, oh chouette, un autre book, un comme moi. Et là, celui-ci, il dévore tous les livres, au sens propre du terme, au sens premier. Et il lui dit non, arrête, les livres, c'est pas comme ça qu'on doit les dévorer. Et le problème, c'est qu'il y a un deuxième book qui arrive. Exactement. Il va essayer de communiquer sa passion. On sent que c'est votre cauchemar. Un petit peu. Ouais, vous y mettez un cauchemar vécu, mais c'est pas grave. Et il va lui présenter le premier livre que lui-même n'a pas dévoré. Parce que le libraire aussi a été un jeune lecteur. Et on n'oublie jamais le premier livre qui vous a dit « J'adore lire ». C'était quoi le vôtre ? Alors moi, le premier roman, c'était un roman de Mario de Muraille il y a très longtemps, et ça s'appelle « Noël à tous les étages ». Génial. Oui. Et alors Mario de Muraille qui continue de nous éblouir. De vous éblouir et de publier. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, de Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Exactement. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir, puis c'est un album pour les grands. Le premier à partir de 3 ans, mais celui-ci, 5-6 ans jusqu'à la fin de primaire. C'est un album qu'on pourrait qualifier de conte, puisqu'il est en chapitres, avec une jolie petite morale à la fin, puisque c'est l'histoire d'Edith. Edith, quand elle naît, ses parents sont fous d'elle, ils ont envie de lui donner un super cadeau. Un don de fée, pourquoi pas. Mais c'est dur à trouver les fées. Je sais pas, moi, de nos jours, c'est compliqué, oui. Et je trouve aussi. Mais la première va donner à Edith le don d'animer les choses. Très bien. Et puis une deuxième fée arrive, bientôt à la retraite, et elle se dit « je vais te donner le don de la jeunesse éternelle. » C'est pas mal en apparence, mais et si le vrai zeste de la vie, c'était de vivre une enfance, puis de grandir et de vieillir comme tout le monde. Jolie morale et surtout très beau dessin. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Et votre troisième conseil en ce vendredi, de délicieux enfants de Flore Vesco, toujours à l'école des loisirs, collection M+, Medium+, donc on est quoi, chez les grands ados là ? Oui, à partir de 13 ans. Alors, petit indice. Non, c'est pas encore les grands ados, des ados. Oui, de délicieux enfants. C'est la réécriture d'un conte. De délicieux. Qu'on mange. Enfants. Vous l'avez ? Ouais. Là, le petit pousset. Sauf que cette fois-ci, vous êtes pas dans un conte, mais dans un roman très bien écrit, très bien construit, avec, comment vous dire, c'est un roman choral. Donc vous allez avoir la vie des parents, de tous les enfants, du tout petit qui n'a pas réussi à grandir. On va
parler de liberté, d'envie, de désir et surtout un petit peu des assignations que nous avons quand on est jeune par rapport à notre de genre, qu'en fait on a envie de s'émanciper. Voilà. Super, roman hyper vivant, hein, très dialogué et très rythmé. Oui. Voilà, et avec un soupçon de mystère. Dans une forêt sombre et effrayante. Exactement. À dévorer. Oui, délicieux enfants. Attention, parce que enlever un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ouais. Célie, merci beaucoup pour ces conseils de lecture, comme toujours chaleureux et avisés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui, avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, ou alors vous dévorez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux.